d'exposé que j'ai intitulé Anthropologie de la loi se découpe en 9 parties. Première partie, élaboration et adoption des lois, c'est-à-dire la mécanique de la fabrication de la loi. Deuxième partie, la distinction entre la loi et le règlement. Troisième chapitre, le contrôle de la loi. Et donc, c'est les 3 premiers chapitres qui ont déjà été exposés et débattus entre nous. Reste donc 5 chapitres, 6 en fait, 6 et 3, 9. Aujourd'hui, c'est le contrôle des comptes publics. Et il restera ensuite les directives de l'Union européenne, c'est-à-dire toute la loi qui est issue de l'Union européenne. Le chapitre suivant sera consacré au contrat, c'est-à-dire la différence ou la relation, l'interconnexion entre la loi et le contrat. Ensuite, une rubrique sur, disons, la notion d'inflation législative. Chapitre suivant sur la crise de la loi telle qu'elle a pu être analysée par certains juristes. Et je terminerai sur la question de la sécurité juridique. Et ça ouvre vers une réflexion, ça ouvre sur une réflexion que j'ai intitulée Vers un droit de la loi. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler très rapidement, enfin, je veux dire, l'exposé n'est pas très long, du contrôle des comptes publics, Christian, tel qu'il est inscrit dans la loi. Christian, je voulais Et juste, comme tu viens de faire une présentation de tous les aspects de l'anthropologie de la loi, je voulais préciser que sur le site, ça se retrouve dans une rubrique qui s'appelle Limites de la loi, qui elle-même a été découpée en 2 parties, des limites théoriques que nous allons aborder prochainement, et les limites plus pratiques, puisque là on rentre dans des cas typiquement dans l'exemple de la Ve République, et c'est dans cette partie que se trouvent que sont classées les émissions Anthropologie de la loi que vient d'évoquer Christian. Voilà, pour que les gens retrouvent où c'est classé. parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle des comptes publics? L'article 47.2 de la Constitution du 4 octobre 1958 indique que la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Point de suspension. Point de suspension parce que bon, la suite n'est pas forcément reliée directement au compte public, et ça continue par ces rapports publics. Donc, par ces rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Alors, cette instance, dont on pourrait penser qu'elle vérifie la Cour des comptes, cette instance, qui est citée dans la Constitution, cette instance, on pourrait penser qu'elle vérifie drastiquement, très sévèrement, la comptabilité publique. Comptabilité publique, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation par la bureaucratie exécutive, pas par le personnel législatif, mais par la bureaucratie exécutive, l'utilisation de l'argent prélevé sur les revenus des citoyens. Eh ben, cette instance, on s'aperçoit qu'elle n'assure en fait qu'une assistance au Parlement et une information, une assistance au Parlement et une information au grand public. C'est grosso modo ce qui est écrit dans la Constitution. Ça veut dire, en termes clairs, que la Cour des comptes ne bénéficie d'aucun pouvoir de sanction dans le cas où elle découvrirait des irrégularités dans la comptabilité publique. Alors, là, quand on parle d'irrégularité, on ne parle pas de détournement de fonds. Voilà, bon. Enfin, on peut en parler, mais c'est pas ça qui est visé, et puis c'est pas ça qui est le plus important de mon point de vue. Alors, peut-être que notre discussion ouvrira des débats, des opinions contraires, montrera des opinions contraires. Donc, c'est ainsi que l'entreprise France, on va dire l'entreprise France, contrairement à n'importe quelle autre entreprise, eh ben, l'entreprise France n'est soumise à aucun contrôle financier coercitif. Cette Cour des comptes, d'ailleurs, n'est pas définie dans la Constitution, et son organisation fait l'objet d'une loi organique, sa définition. Ça
son fonctionnement fait l'objet d'une loi organique qui, comme toute loi, on le sait, on l'a suffisamment dit ici, peut être changée du jour au lendemain par un vote de l'Assemblée. Alors le président de la Cour des comptes, il est nommé par le Conseil des ministres, et les membres de la Cour des comptes, ce sont des fonctionnaires. Alors, bon, ça équivaudrait, si on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, ça équivaudrait, pour un chef d'entreprise, à subir un contrôle fiscal par un prestataire qui l'aura choisi lui-même et qui l'aurait embauché lui-même. Nous sommes donc ici, pour la Cour des comptes, dans le même genre de farce que nous sommes pour le Conseil constitutionnel. De plus, cette Cour des comptes, alors si on lit bien la loi organique, ne peut contrôler, enfin contrôler, si on peut dire, ne peut contrôler que le budget de l'État central, l'État proprement dit. C'est-à-dire en fait à peine 300 milliards sur les 900 milliards de prélèvements obligatoires. Alors 900 milliards c'est le chiffre 2013. Les 600 milliards, disons non contrôlés par la Cour des comptes, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part le budget des collectivités locales, 200 milliards, sorte d'État bis quasiment à l'abri des regards indiscrets, puisque le contrôle des collectivités locales, collectivités territoriales, est exercé par des chambres régionales des comptes, les CRC, et ne concerne que la simple vérification de la bonne application des procédures et des règles comptables, et ça s'effectue, bien entendu, sous la responsabilité d'un fonctionnaire, le préfet. 200 milliards. 300 milliards, 200 milliards. Et reste les 400 milliards, pour faire 900 milliards. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les prélèvements obligatoires des organismes sociaux. Maladie, avec les 3 blocs, maladie, retraite, chômage. Sorte d'état de terre, puisqu'on a un État central qui collecte disons les impôts des citoyens, grosso modo, c'est l'IRPP, l'impôt sur les revenus sur les personnes physiques. Le gros morceau, c'est la TVA, l'impôt sur les sociétés, puis quelques bricoles, comme les taxes sur les produits pétroliers. Bref, ça, c'est le budget de l'État central. Les collectivités territoriales, on le sait, elles sont abreuvées par la trilogie taxe d'habitation, taxe foncière, taxe d'entreprise, qui a été remodifiée, mais enfin qui existe toujours. Et puis, les autres prélèvements obligatoires, ce sont les prélèvements des organismes sociaux, les 3 branches que je viens de citer. Et donc, État central, État bis, les collectivités locales, territoriales, État terre, les organismes sociaux. On voit aujourd'hui, avec l'histoire des retraites, que c'est bien l'État qui gère tout ça. Alors, en définitive, c'est donc près de 2/3 des prélèvements obligatoires sur le revenu des citoyens qui échappent totalement au contrôle, tant au niveau du mode de prélèvement qu'au niveau de l'utilisation des fonds perçus. Pourtant, on serait en droit d'attendre une véritable démocratie, soit la moindre des choses, que les comptes de l'État, tout secteur inclus, soient contrôlés par un organisme indépendant, un organisme citoyen, et que les personnes en charge de la comptabilité publique, c'est-à-dire les représentants élus, soient immédiatement sanctionnés en cas d'irrégularité. Alors, en cas d'irrégularité, tout simplement en cas de mauvaise gestion. On ne parle pas des détournements de fonds ou des gens comme, je sais plus qui, là, le ministre des Finances qui avait oublié de déclarer ses résidences secondaires. Non, non, on parle, disons, de la mauvaise gestion d'un chef d'entreprise. Lorsqu'il passe au tribunal de commerce, bon, il peut être sanctionné pour mauvaise gestion. Voilà. Bon. C'est pas le cas. Voilà. C'est malheureusement pas le cas. Et les élus bénéficient, de ce point de vue-là, d'une immunité qui tranche singulièrement avec la responsabilité du simple citoyen chef d'entreprise. Cette irresponsabilité financière, statutaire, de nos représentants élus, à mon avis, rend sans objet le rôle, carrément sans objet le rôle de la Cour des comptes. Et plus grave, celle-ci, en fait, est constituée et fabriquée pour en fait être un leurre destiné à soustraire
les manipulations budgétaires à les soustraire d'un éventuel suivi citoyen. Voilà ce que j'avais à dire sur la Cour des comptes. Jean-Charles, puisque tu veux réagir. Oui, j'ai une question qui concerne l'exposé de Christian. Quid de l'inspection générale des finances dans cet édifice que tu as décrit? Alors, on a bien compris la position de la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Alors, je voudrais pas être affirmatif, hein, parce que c'est une excellente question. Je te remercie de me l'avoir posée. A priori, les inspecteurs des finances, d'ailleurs, je crois que M. Asselineau était inspecteur des finances, hein, bon, c'est quelque chose de différent de la Cour des comptes. Inspecteurs des finances, ils sont mandatés dans le cadre, je pense, de la DGI, hein, Direction générale des impôts, voilà, pour chapeauter un petit peu tous les contrôles fiscaux. Voilà, mais bon, j'irai pas plus loin, je ne serai pas fermé. À mon avis, je dirais que l'inspection des finances, alors je ne sais pas si les ouvriers, les salariés, les acteurs de la Cour des comptes, ce sont des acteurs des finances. Alors, juste une précision, là, bon, au risque de dater la vidéo, Bruno Le Maire, on apprend récemment que Bruno Le Maire, depuis 2017, a sur son bureau un rapport de l'inspection des finances, générale des finances, qui concerne les super profits des autoroutes, Ouais. actuellement. Et que le maire, ayant fait partie de la collusion initiale de donner les concessions autoroutières à vil prix à Eiffage & Co, donc il fait une rétention, le ministre, de ce rapport, puisque le rapport est, pour ceux qui ont pu en lire quelques extraits, est vraiment très sévère envers l'autorité. Donc on voit, j'imagine que l'inspection générale des finances est quelque chose, c'est un petit peu la même chose, c'est le contrôleur payé par le contrôlé. Donc on en revient toujours au même constat et à la même boucle que tu as décrite pour la Cour des comptes. Et l'inspection générale des finances, malgré tout, bien qu'elle ne soit pas justement exposée comme la Cour des comptes, peut peut-être faire plus librement son travail et tirer des conclusions un petit peu plus acides quant à la gestion, mais comme c'est un circuit fermé, ça ne sort pas, et encore moins que la Cour des comptes, qui souvent est plus rendue publique que les rapports de l'inspection générale des finances. Enfin voilà, c'est mon commentaire à ce sujet. Oui, mais bon, enfin, monsieur de réagir tout de suite, mais bon, là, on est dans un chapitre différent. Hein. La Cour des comptes est là pour objet de regarder les comptes de la nation. Voilà. Bon, l'utilisation, en fait, de l'argent public. Là, ce dont tu parles, c'est différent. Hein. C'est, je dirais, au niveau du dispositif fiscal, s'il n'y a pas des choses à modifier au niveau des superprofits, des choses comme ça. Bon, c'est quelque chose de distinct de la Cour des comptes. Les comptes s'intéressent vraiment au fonctionnement de l'État. Voilà. Juste, je vais donner la parole à Luc, que je voudrais entendre avant de prendre mon tour. Mais quand même, pour aller dans le sens de Jean-Charles, même si je comprends la distinction que tu fais, Christian, c'est sensiblement différent. Il y a quand même un lien dans le fait que les autoroutes ont été construites par les deniers de l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Donc, il y a quand même un lien pas si éloigné que ça, me semble-t-il. Mais tu pourras réagir de nouveau. Luc, si tu veux prendre la parole, s'il te plaît. Oui, je veux bien prendre la parole. Je crois que Macron, je rebondis directement, je crois que Macron était inspecteur général des finances. Hein, je crois que ça fait partie des grades les plus élevés au ministère des Finances. Hein, c'est ceux qui sont nommés inspecteur général des finances. Donc il y a même une institution, hein, je vous cite Wikipédia, je regarde en direct. L'inspection générale des finances est un service d'inspection interministériel français. Voilà, c'est un grand corps d'État. Et donc, mais je pense que des inspecteurs généraux des finances, ils peuvent être affectés à ce corps, à l'IGF,
mais je pense que c'est plus général que ça. En définitive, à partir de ce grade-là, ils peuvent être, ça fait partie de ce qu'on appelle la très haute fonction publique, quoi, en définitive. Ce qui est assez important parce qu'en définitive, ces gens, puisque les ministres passent et que les gouvernements, je dirais, changent, eux, ces fonctionnaires restent là. Et quand on parle d'état profond, notamment, eh bien, l'inspection générale des finances fait partie de ces états profonds et de cette justement où le courant idéologique néolibéral actuel s'exprime pleinement. Ce qui explique une certaine continuité. Je ferme la parenthèse sur cette inspection générale des finances, qui n'est pas le sujet principal de notre discussion d'aujourd'hui, qui est la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes, qui est une organisation là qui n'est pas une administration, hein, c'est une institution de la République, hein, donc composée également sans doute d'ailleurs de fonctionnaires, mais peut-être d'ailleurs d'inspecteurs généraux des finances dans les membres, je dirais, hein, au-delà du président, comme tu disais, qui est nommé en Conseil des ministres. Oui, alors, le gros problème, effectivement, c'est que d'une part, ils sont nommés par les gens qui le contrôlent, et ça c'est déjà un premier problème, bien évidemment. Surtout qu'il n'y a pas de groupe supérieur qui va le contrôler. Bon, alors on pourrait dire que c'est pas forcément un problème. Ce n'est pas toujours. Si on reprend le cas des entreprises, par exemple, au moins des SARL, grande majorité des entreprises, les SARL sont également contrôlés quelque part par un expert comptable. Alors pas toujours, ce n'est pas obligatoire, mais justement, les impôts vont être, quand ils savent qu'il y a un expert comptable qui n'ont pas certifié les comptes, mais qui disent qu'ils ont été approuvés par un expert comptable, rédigés par un expert comptable, vous diminuez par 10, peut-être même par 100, le risque d'avoir un contrôle fiscal, en définitive. Puisque, en définitive, ils obéissent à un ordre qui est l'ordre des experts comptables, et donc il y a un contrôle supérieur, de niveau supérieur, qui peut se permettre de déléguer, et du coup on paye, hein, c'est nous qui choisissons notre expert comptable, et c'est nous qui le payons. Hein. On se retrouve un petit peu dans la même situation, et l'expert comptable non plus ne peut pas exercer de sanctions, hein, quelque part. Il peut dire, bon, je m'arrête de faire vos comptes, et des trucs comme ça, mais en termes de sanctions, donc on se trouve dans une situation similaire, sauf que, c'est la grande différence, c'est qu'au-dessus de ça, il y a une autorité réellement de contrôle, qui est les contrôleurs fiscaux, hein, qui, eux, vont pouvoir, le cas échéant, mettre leur nez et appliquer réellement des sanctions. Donc ce schéma que l'on retrouve pour la Cour des comptes, qui est similaire à celui que je viens de décrire au niveau des SARL, en définitive, ne pourrait fonctionner éventuellement que s'il y avait une autorité au-dessus qui pouvait descendre et dire, ah bah, attention, vous, expert comptable, vous avez fait des choses qui n'étaient pas correctes, etc. Il y a l'ordre des experts comptables également qui joue aussi ce rôle de tutelle. Or, on n'est pas là dans ce cas-là du tout. Il n'y a pas de tutelle ici. Ça, c'est le premier cas. Et si on veut faire un autre parallèle qui serait pour les SA, ce coup-ci, les sociétés anonymes, les commissaires aux comptes, eux, ils ont réellement un pouvoir très important et ils rapportent aux administrateurs de la SA. Et donc, vraiment, c'est de nouveau un organe tout à fait... Et si les commissaires aux comptes révèlent des choses, mettent en évidence des malversations qui par le PDG, qui par tel directeur ou autre, ou dans le fonctionnement de la société, bah, croyez-moi qu'ils ne vont pas faire long feu et qu'il va y avoir une section au niveau du prochain conseil d'administration. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisque là, on est à la fois nommé en interne, on n'a pas de tutelle au-dessus forte qui permettrait d'appliquer des sanctions. Donc, bah, je dirais effectivement, comme le dit Christian, oui, c'est complètement un leurre. Un leurre qui est juste là pour dire « Ah bah oui, mais attention, il y a du contrôle, etc. On fait pas ce qu'on veut. » Mais effectivement, c'est vraiment un leurre au sens total et premier du terme. Voilà, donc moi, j'ai essayé d'illustrer ce
que disait Christian, mais en fait, je n'amène pas d'éléments supplémentaires en vérité. Merci Luc. Alors à mon tour, si je ne suis pas trop favorable à la comparaison de l'État par rapport à l'entreprise, parce que je pense que ce sont deux entités, deux types d'entités différentes, au but différent, etc., etc. Malgré tout, je vais dans le sens de Christian et de Luc, dans le sens où, en réalité, le privé est beaucoup plus et véritablement contrôlé et sanctionné, le cas échéant, que le public, ce qui est tout à fait problématique. La chose peut-être que je souhaiterais dire, et on pourra en discuter, vous pourrez dire si vous êtes en désaccord avec moi, c'est que ce n'est pas étonnant, parce que même si Christian a utilisé le mot de démocratie, qui est l'appellation officielle du système dans lequel, soi-disant, nous vivons, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une forme d'oligarchie, donc les uns et les autres se tiennent, d'accord, et effectivement, ce sont des paravents et des faux semblants pour faire croire à un ordre juste et un ordre contrôlé et un ordre pseudo-démocratique qui doit rendre des comptes, alors qu'il s'agit simplement de paravents, de faux semblants, de leurres pour endormir les gens qui ne vont pas chercher plus loin dans cette question. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Donc oui, non, tout simplement, c'est logique, ça se tient. Les uns et les autres se tiennent, c'est la même caste qui sort des mêmes moules. Voilà, maintenant, Christian, pardon, tu peux reprendre la parole pour commenter nos arguments. Oui, alors d'abord des éléments factuels, pas très importants, mais sur lesquels je m'inscris un petit peu en faux. On a parlé d'inspection des finances, on a parlé du dossier de Bruno Le Maire sur les autoroutes. Et je crois que c'est toi, Guillaume, qui a dit, mais finalement, on est un peu dans le truc de la Cour des comptes, parce que les autoroutes ont été construites avec l'argent public. Non. On serait effectivement dans le cadre de la Cour des comptes si les autoroutes avaient été construites avec l'argent public et que la Cour des comptes dit, mais attendez, là, on a fait un arbitrage, parce que finalement, la Cour des comptes, elle est censée porter des jugements sur les arbitrages qui sont faits. Arbitrage, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait des 900 milliards? Bon, ouais, on en met 50 à l'armée, etc. Non, alors, quitte à être démenti, mais peut-être dans le cadre d'une autre émission, les autoroutes sont construites avec l'argent de Vinci et Fage, et l'État donne une concession, c'est-à-dire l'État qui est propriétaire du terrain, et il donne une concession moyenne en redevance, mais c'est bien Vinci qui paye son béton et son bitume. Alors, ensuite, petite pour compléter, non pas pour contredire, pour compléter ce qu'a dit Luc sur les experts comptables et les commissaires aux comptes dans le cas des SARL, des SA. En fait, les experts comptables sont simplement des soutiens et qui sont éventuellement pas obligatoires. C'est une question de niveau. Il y a un certain nombre de critères, niveau du chiffre d'affaires, nombre de salariés. Voilà, pour être obligé d'avoir ou pas un expert comptable, c'est-à-dire quelqu'un qui va, grosso modo, vous aider à faire la comptabilité ou au minimum faire la révision comptable de fin d'année, c'est-à-dire regarder les comptes. Non, il s'agit en fait de la caste des commissaires aux comptes qui, eux, exercent réellement et qui sont obligatoires même pour des SARL, hein, à partir d'un chiffre d'affaires encore plus élevé. Alors, les commissaires aux comptes, c'est vraiment important de voir quelle peut être la similitude entre la Cour des comptes qui vérifie les comptes de l'État et puis les commissaires aux comptes qui vérifient les comptes des entreprises lorsque l'entreprise est soumise, de par son importance, à l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes n'a absolument pas pour objectif, enfin, bon, c'est ce que je pense, aller plus loin dans le cadre d'une autre émission, d'aller chercher des malversations. Bon, c'est pas son job, c'est plutôt le job du contrôle fiscal. Le commissaire aux comptes, il regarde
la régularité comptable. Alors là, bon, il faut bien connaître la comptabilité, il y a des normes, et en fait, il regarde la régularité comptable du point de vue de la DGI. Parce que les contrôles des comptes des entreprises, c'est fait pour vérifier que les entreprises payent bien leurs impôts, payent bien la taxe de ceci, la taxe de cela, bon, et les commissaires aux comptes sont là pour dire oui, c'est bien. Et donc, ils disent vis-à-vis de la DGI, vis-à-vis donc du compte, ils disent voilà, nous avons regardé les comptes de cette entreprise et les procédures ont été respectées. Point final. Mais ça n'empêche absolument pas le contrôleur fiscal de débouler dans une entreprise dont les comptes ont été certifiés. Mais certifiés, encore une fois, ça veut dire uniquement les procédures sont bonnes. Et puis redresser dans l'entreprise au maximum. Bon, toutes les entreprises qui ont subi des énormes redressements fiscaux, elles ont eu leur compte validé par les commissaires aux comptes. Bon, alors maintenant, pour en arriver quand même, je pense au centre de notre affaire. La Cour des comptes, ça ressemble un peu au Conseil constitutionnel. Pour deux raisons. D'abord, les gens s'en foutent, ils savent pas que ça existe. Le citoyen ordinaire, la Cour des comptes, je sais pas ce que c'est. Bon. Et puis, le Conseil constitutionnel, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre système, qui n'est pas une démocratie, notre système d'organisation politique, on a fait en sorte que le citoyen ne voit pas tellement la nécessité d'aller regarder comment sont faits les arbitrages, c'est-à-dire sur les 900 milliards qui sont collectés, comment c'est réparti, et ne voit pas tellement la nécessité de voir si une loi les conforme ou si elle contredit notre loi. Voilà, ça, c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que le citoyen, bon, si le citoyen était sensibilisé par ça, qui considérait comme un enjeu majeur qu'il y a une instance qui contrôle les arbitrages et qu'il y a une instance qui contrôle si les lois sont bien conformes, bon, ben, certainement qu'on est, les mecs, ils seraient obligés d'écrire autre chose dans la Constitution avec des contrôles différents. Bon, donc le premier point, c'est que, comme disait, bon, tout ça, ça part de l'observation de CIS, hein, le citoyen ordinaire, il n'a pas le temps, il n'est pas assez instruit. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a un citoyen éclairé, qui considère que, enfin, qui a le temps et qui a l'instruction pour réfléchir à la nécessité qu'il y ait un contrôle des arbitrages financiers et un contrôle de la conformité des lois, comment on contrôle? Alors, comment on contrôle? Alors, il est évident qu'on peut pas contrôler, hein, on peut pas contrôler une personne avec une personne qui est salariée de cette personne-là. Eh ben, il n'y a que le contrôle citoyen. Il faut lâcher le mot. C'est-à-dire que ces grands contrôles fondamentaux que sont le contrôle des arbitrages financiers, c'est de notre pognon. Bon, et de la conformité des lois, c'est-à-dire les règles coercitives qui s'imposent à nous tous les jours, le seul contrôle légitime, c'est un contrôle citoyen. Et ça, personne ne dit. Ça aussi, c'est évacué. Bon, ça paraît être un ovni de dire un truc comme ça. Et pourtant, c'est la logique même. Parce que un contrôle fait par ceux qui sont contrôlés, bon, dans le dictionnaire, c'est pas un contrôle. Voilà. Et donc, là, c'est une petite bombe de dire que les véritables, disons, les points d'achoppement du système, qui sont le pognon et les lois, il n'y a qu'un seul contrôle possible, c'est un contrôle par le peuple. Jean-Charles, vas-y. Oui, ben écoute, il termine un petit peu par ma conclusion, mais enfin, disons que oui, quand on regarde en fait tout le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements militants, etc., on arrive effectivement, et c'est pas exotique entre nous et puis entre de plus en plus de personnes que de parler de contrôle citoyen. Le RIC est inspiré par ce genre de conclusion, cet axe de contrôle externe, quoi. En fait, grosso modo, le pire qui nous soit imposé, c'est que le contrôle de toutes les choses importantes disparaît derrière un écran opaque qui est là le morcellement des missions d'État, le morcellement des instances, etc. Et puis on parle gros sous
Mais on peut parler de toutes les instances, on peut même généraliser cette conclusion et ce schéma qui est du contrôleur contrôlé par la personne qui est censée être contrôlée. Enfin voilà. Donc on peut parler de la santé, de la justice, même de l'enseignement, du système préfectoral, etc. C'est-à-dire que tous les gens sont censés être en mission à partir d'une instance supérieure, et cette instance supérieure se fait contrôler par ces mêmes personnes, c'est-à-dire par d'autres personnes qu'elle désigne, et donc encore une fois, c'est la boucle le chat qui se mord la queue, grosso modo. Il y a absolument tous ces gens sont absolument irresponsables. Schématiquement, le schéma correspond à l'instauration de l'irresponsabilité d'État. Il faut ajouter que Luc a parlé d'état profond. J'ai regardé récemment une vidéo qui décrit cet état profond qui est morcelé à partir de trois corps. Et cette personne explique que l'état profond sont le corps des ponts, le corps des mines et l'ENA. Et la population de ces trois corps est dispatchée à la Cour des comptes, à l'inspection générale des finances, dans les chambres de commerce, dans les cabinets des préfets. C'est c'est comme les témoins de Jéhovah qui partent un petit peu partout et qui exercent leur prérogative sur tout l'État. Et c'est ça l'État profond. Et ce personnage, cette personne qui a vu tout ça s'appelle Paul-Antoine Martin. Et Antoine Martin, il vient d'écrire un livre qui s'appelle Les Seigneurs. Mais on peut citer aussi Vincent Jauvert qui parle avec son livre Les Voraces, ou même Philippe Pascot avec Pilleurs d'État ou Mensonges d'État. Il y a plein de livres qui sortent actuellement et qui expliquent ce système endogène, une loi endogène au système et aux gens qui ne sont plus justiciables justement. Et c'est ça le grand problème. Et le pire à l'issue de notre discussion, c'est de constater que tout répond au même schéma. C'est-à-dire qu'on aborde aujourd'hui la Cour des comptes, mais ce schéma se répète à l'infini dans toutes les strates de notre société, et évidemment dans la strate parlementaire aussi. C'est la même chose. Ce sont des gens qui se cooptent ou qui tordent le système de façon à avoir les finances pour se présenter, à bloquer ceux qui ne les ont pas, ces finances, etc. Donc il y a plein de procédés pour noyauter un système, et la Cour des comptes en fait partie. C'est une illustration quasiment caricaturale, effectivement, de tout ce système, puisque en fait, dès qu'on se penche sur le problème, sur la Cour des comptes, on relève tous ces syndromes. Voilà. Merci Jean-Charles. Vas-y Luc, à ton tour. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire... ton micro. Ah, pardon, j'ai pas mis mon micro. Excusez-moi, j'avais pas mis mon micro. Donc je rebondis juste sur ce que vient de dire Jean-Charles. Sur l'état profond, effectivement, il y a une vidéo excellente d'une personne qui a fait... qu'on trouve sur le site Élucide les crises, je crois. Hein, vous le trouverez en archive. C'est une émission qui date de quelques mois maintenant, je crois. Et puis, je voudrais signaler également le Front populaire numéro 2, hein, l'état profond, le vrai pouvoir à abattre, que je vous recommande avec tout un tas d'articles justement sur les lobbies, les hauts fonctionnaires, les médias, etc., cercles d'influence. Et effectivement, en France, tout particulièrement, mais ça prend en France une tournure particulière de ce qu'on appelle les grandes écoles, qui en définitive, on parle de réseau, on parle des francs-maçons, des juifs, etc., etc. Mais ce réseau des grandes écoles est également un des réseaux, et en France, tout particulièrement influent, je dirais. Hein. Aux États-Unis, il n'y a pas cette notion de grandes écoles, mais il y a quand même des grandes écoles qui sont là et qui, dans le fond, également, au fond, influencent la conduite de l'État. Par-delà, justement, la démocratie, puisque, en définitive, cet État profond,
quelque part. C'est un moyen aussi de faire que, je prenais l'exemple de tout à l'heure, que les ministres passent, l'État et les fonctionnaires restent. C'est aussi un moyen, en fait, de tuer la démocratie en tant que telle, puisque du coup, bah, ceux qui sont élus et représentés, de toute façon, ceux qui sont là et qui restent, eux, ils peuvent, ils travaillent sur le temps long. Le cas des médias aussi, d'ailleurs. Sur le contrôle, effectivement, c'est fondamental. On pointe bien là que c'est la clé de la clé, en définitive. Alors là, j'ai remis mon tableau, donc vous voyez pas un pécicère, mais dans la Constitution qu'on a écrite, le pouvoir le plus fort que l'on a mis, il n'est pas au gouvernement, il n'est pas au président de la République, il n'est pas à ces endroits. Le pouvoir le plus fort qu'on a essayé de mettre, c'est justement dans le contrôle. C'est là qu'ils ont toutes les forces les plus importantes. Les forces judiciaires, les forces comptables également, et de trésorerie, hein, donc la force financière également, puissance de l'État, et la force physique la plus importante. C'est là où on l'a mis, ce qu'on appelle la gendarmerie, les forces coercitives les plus importantes sont mises sous la responsabilité de ce qu'on appelle la Chambre constitutionnelle, qui gère en définitive de A à Z tous ces aspects du contrôle. Tous les contrôles sont là, et le pouvoir suprême est mis à cet endroit-là. Voilà. C'est une des choses très importantes qu'on a mis en place. J'ai envie de rebondir, Luc. Oui, c'est-à-dire que aussi dans Concorde 1711, puisque toi tu parles d'un pécicère, nous avons identifié ce souci et nous avons effectivement ébauché tout un système d'étages, de commissions de contrôle à différents endroits et tous ces endroits, on est en train de les citer et on sait très bien de quoi on parle et on se rejoint dans ces conclusions. Je voudrais aussi rajouter que ces seigneurs, ces voraces, enfin tous ceux dont on parle actuellement, cet état profond, la différence avec le temps, c'est que jusqu'à un certain temps, on pouvait imaginer que dans les années 50, avec toutes ces personnes qui avaient la barre sur un certain nombre de gestions de l'État, avaient conscience, enfin, étaient préoccupés du bien commun, ou avaient conscience d'appartenir à un peuple et de devoir, tout en protégeant les intérêts des uns, protéger leurs propres intérêts. C'est pas non plus des anges, c'était sans doute pas des anges, mais disons que les intérêts étaient d'une certaine façon confondus, leur intérêt était confondu avec celui du peuple, et avec la financiarisation, la mondialisation, ces intérêts se sont peu à peu désolidarisés de l'intérêt des habitants et des citoyens. Et on arrive à ce stade, à un syndrome qui est identifié et dénoncé par beaucoup dans les commentaires qu'on peut entendre ici ou là, que ces personnes, cet état profond, ont fait sécession du peuple, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent plus du tout concernés par le dessein des personnes qu'ils sont censés administrer, gérer, puis au bout du compte dominer. Voilà, ça c'est un élément important. Il y a une espèce de dérive, de détachement de cette espèce de caste, de tout le peuple, de tout le corps citoyen. Et c'est ça la chose la plus terrible. C'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, on pouvait penser, encore une fois, que leurs intérêts étaient un peu en relation avec le nôtre, mais là, ce n'est définitivement plus le cas. C'est ce qu'on constate de jour en jour et de façon de plus en plus grave. Merci pour cet ajout, Jean-Charles. Tu veux rajouter quelque chose, Luc? Oui, absolument. Alors peut-être que c'est un petit peu un peu décalé, mais je pense que c'est justement ce à quoi fait référence Jean-Charles, c'est justement cette conscience, cette âme républicaine, j'ai envie de dire, qui animait les fonctionnaires, les hussards de la République, comme on les appelait notamment pour les instituteurs, cette vocation à servir, donc à servir quelque chose qui dépasse sa propre charge. En définitive, c'est ce que j'oserais appeler une spiritualité républicaine, quelque part. Et là,
on fait un lien avec la spiritualité. Et quelque part, la spiritualité, c'est aussi un moyen d'encadrer les puissants. Et c'est peut-être aussi ce qui existait à l'époque des rois, lorsque les rois, on va prendre en France, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais quand les rois étaient extrêmement chrétiens, eh bien, ils avaient par la spiritualité, ils étaient encadrés en fait. La spiritualité, c'est pas simplement quelque chose qui se diffuse, c'est aussi qui permet de faire peuple entre les puissants et le bas peuple, je dirais, appelons-le comme ça. Mais qui aussi est un moyen de canaliser les puissants. En tout cas, historiquement, c'est ainsi que ça s'est produit, et on le voit bien là pour cette question républicaine et de l'État profond. Donc ça, c'est une réflexion qui est un petit peu décalée par rapport à ce qu'on dit là, mais qui me semble intéressant de relever. Très bien, merci Luc. Christian, tu veux réagir ou je... Oui, bah, j'ai deux, trois petites choses à dire. Je me suis inscrit pour dire quelque chose avant que Luc nous parle de la spiritualité comme étant un outil, je dirais presque de vertu pour les dirigeants. Alors bon, je suis pas du tout convaincu par cela. Hein. Alors, on travaille dans le cadre de de réflexion sur cet aspect des choses, mais je suis pas du tout convaincu que un monarque, alors ou une démocratie, je sais pas comment, bon, inspiré par une spiritualité, non, ça améliore les choses. Bon, enfin bref, c'est pas l'objet, mais au passage comme ça, je tenais à dire que j'étais convaincu plutôt du contraire, et qu'il fallait pas être inspiré par une spiritualité, mais par un sens aigu et de la légitimité du peuple pour que les choses soient saines. Mais bref. Je reviens à la Cour des comptes. Qui, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait rien à dire, tandis que ça n'existe pratiquement pas, et ça sert à rien. Oui, bon. Mais qu'est-ce que ce serait qu'une vraie Cour des comptes? Alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire? On a dit que c'est un organe de contrôle, et que pour qu'on contrôle quelque chose, il faut le contrôler par une instance qui n'est pas en relation, en interaction, qui n'est pas en tout cas dépendante de la chose que l'on contrôle. Mais qu'est-ce que la Cour des comptes en fait devrait compte? Qu'est-ce qu'elle contrôle tellement? Qu'est-ce qu'elle est censée contrôler? J'ai parlé des arbitrages. C'est-à-dire qu'une Cour des comptes peut dire, écoutez, vous mettez 50 milliards à l'armée, vous en mettez que 15 à la justice, il y a peut-être un petit problème, enfin nous on pense que, etc. Bon, peut dire ce genre de choses. Effectivement, je pense qu'il y a un rôle de la Cour des comptes important d'un regard, alors qui forcément doit être un regard citoyen, sur la façon dont la somme globale collectée va être affectée. Parce que, faut pas oublier quand même que, tout au moins pour ce qui concerne le budget de l'État central, c'est quand même 300 milliards, il n'y a pas de fléchage. Hein. Ton IRPP ou ta TVA, elle n'est pas destinée à aller dans un endroit déterminé. C'est écrit nulle part, c'est ni écrit ni écrit dans les codes juridiques. Donc, il y a des arbitrages qui sont faits de toute façon, alors démocratique, puisque c'est donc la loi de finances, hein, qui termine ça. Alors, la loi de finances, il faut savoir qu'elle est proposée par le gouvernement, puis elle est approuvée par les députés, bref. Bon, c'est une cuisine interne. Bon. Le peuple n'a jamais eu, il n'y a jamais été question, on parle du RIC, tout ça, mais jamais été question que le peuple puisse dire, ben non, on voudrait diminuer le budget de l'armée, on voudrait augmenter le budget de justice, par exemple. C'est un débat qui n'existe pas. Et puis, le deuxième champ, rôle très important, me semble-t-il, peut-être même le plus important, la Cour des comptes, c'est la façon dont la bureaucratie fonctionne. Hein, un petit peu comme quand tu es chef d'entreprise, tu cherches à optimiser, tu constates que tel secteur de ton entreprise, bon, dépense trop, c'est pas optimisé, voilà, bon. Et la Cour des comptes, elle doit aller mettre son nez dans, je sais pas, la culture, tiens, voilà, mettre son nez, hein, 17 milliards la culture avec tout ajouté
que la culture s'est disséminée à la fois dans le budget central du ministère de la Culture, il y a des petits postes qui sont dans tous les ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de bon, hein, et puis c'est dans les collectivités territoriales surtout. Bon, et quand on ajoute tout ça, ça fait 17 milliards. Culture. Bon, et alors que la justice c'est 7 milliards. Bon, alors est-ce que là, je vous donne ces exemples, pourquoi? Parce que voilà l'exemple type. Alors, bon, pour tous les chiffres que je vous cite, c'est un peu mon dada, la culture, hein. Tous les chiffres que je vous cite, la culture, j'ai été les piocher en épluchant tous les comptes des collectivités territoriales à partir des dossiers de l'Observatoire des collectivités territoriales. On pourrait en parler d'ailleurs de cet observatoire. Eh bien, le contrôle d'une Cour des comptes réellement citoyen, ça devrait de dire, mais attendez, là, il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop. Et surtout, c'est quand on regarde les emplois, le directeur, sous-directeur, sous-sous-directeur, voilà. Bon, c'est le rôle de la Cour des comptes, je dirais, de dégraisser l'État, si on part du principe qu'il faut un État dans une collectivité organisée pour que ça fonctionne bien. Voilà, il faut un État central, ok, très bien. Bon, mais il faut quelqu'un qui vérifie, qui contrôle, qui pose des questions. Comment se fait-il que vous ayez dépensé autant cette année pour les frais de déplacement, je sais pas quoi, voilà. Cour des comptes. Bon. Et donc, ça c'est un domaine aussi qui est... Alors, comment il s'appelle le gros qui est mort là, qui avait fait... qui a Claude été ministre Allègre. du Travail. Hein? Claude Allègre. Non, non. Non, non. Il y avait des gros sourcils là. Il a été président de la Cour des comptes avant qu'il décède. Philippe Séguin. Philippe Séguin. Hein? Séguin. Philippe Séguin. Bon, Séguin, il s'était attaqué à ça. Voilà, il avait potassé au niveau de la Cour des comptes que dans tel et tel corps, ministère ou administration publique, voilà, c'était mal géré, c'est-à-dire que ça dépensait trop d'argent. À savoir que l'argent public c'est sacré parce que ça a été prélevé de force sur le citoyen. Voilà. Bon, et donc c'est un rôle sacré de la Cour des comptes d'aller regarder si les différents services de l'État font bien toutes les économies nécessaires pour que l'argent soit utilisé au minima de ce qui doit être, pour que les impôts soient le plus bas possible. C'est ça le rôle de la Cour des comptes dans un État citoyen. Peut-être un dernier mot de Jean-Charles et je propose qu'on conclue ici pour pas que ça soit trop long. Micro. Oui, il y a un oubli important qu'on est en train de faire, c'est qu'on parle de contrôle, mais il faut encore que cette instance de contrôle ait un caractère contraignant vis-à-vis du contrôlé. Et on s'aperçoit que toutes les instances soi-disant indépendantes, il y en a une bonne vingtaine d'instances un peu officialisées, marquées comme instances indépendantes de l'État, dont la Cour des comptes fait partie. Déjà indépendantes, on vient de voir que c'est juste un mot et que c'est pas du tout respecté. Ils ne sont pas indépendants, comme l'Arcom, enfin toutes ces instances comme la CNIL, etc. Toutes ces instances ont un point commun, c'est qu'elles sont censées contrôler, mais en fait elles n'ont aucune capacité d'imposer leurs conclusions. Ou très à la marge. Donc elles émettent un avis et ensuite c'est l'exécutif ou le Parlement qui est, on le voit à la botte de l'exécutif de plus en plus, qui d'une certaine façon valide l'avis de ces instances. Elles n'ont pas de caractère contraignant. Donc contrôle oui, mais il faut absolument que dans ce contrôle les conclusions de ce contrôle soient appliquées et donc génèrent un avis contraignant. Et là, il faut absolument le dire. C'est quelque chose qui est important dans notre discussion. Voilà. Parfait, très bien. Ben, je pense qu'on peut en rester là pour ce soir. Merci messieurs, merci bien sûr à Christian pour sa présentation critique et à vous messieurs pour vos compléments et vos ajouts. Merci et à la semaine prochaine.